Bonsoir à vous et bienvenue pour le dernier débat de cette soirée sur France 3. Une soirée en partenariat avec France Bleu Lorraine. Bonsoir Mathieu Barbier. Bonsoir. À mes côtés donc pour vous présenter les enjeux de cette deuxième circonscription des Vosges. 9 cantons au total dans le nord-est vosgien. Un peu moins de 100 000 habitants, 70% vivant dans une commune rurale et 3 candidats autour de cette table. Gaëtan Dussaucet, 30 ans, candidat du Rassemblement national, élu député européen le 9 juin dernier, par ailleurs conseiller régional d'Île-de-France, porte-parole du Rassemblement national. David Valence, bonsoir. 42 ans, député sortant, vous vous présentez sous l'étiquette du Parti radical, soutenu par la coalition présidentielle Ensemble pour la République, président de la commission transport à la région. Bonsoir. Enfin, Julie Xicola, 43 ans, candidate pour le nouveau Front populaire, militante La France insoumise. C'est votre première candidature dans cette circonscription. Vous êtes par ailleurs conseillère principale d'éducation. Bonsoir à vous trois. Voilà donc pour les présentations. Nous allons vous donner la parole dans le respect des règles de l'équité dictées par l'ARCOM. Place au débat à présent, Mathieu. Et on commence avec une question politique à chacun d'entre vous. Pour nous, une femme au foyer est peut-être mieux à la maison à s'occuper de ses enfants. Gaëtan Dussaucet, vous savez qui a prononcé cette phrase? Je crois que c'est une déclaration d'un parlementaire. Député RN, Jocelyn Designy, dans l'hémicycle, dans le cadre des discussions de la loi travail. Pour les milliers de femmes qui nous regardent ce soir, elles sont en Lorraine, que ce soit dans les Vosges, en Meurthe-et-Moselle ou en Moselle ou dans la Meuse, peuvent-elles être inquiètes de l'arrivée au pouvoir du Rassemblement national ou au moment où on parle beaucoup de la place de la femme dans la société? Bien, je vous remercie de me donner l'occasion d'aborder ce sujet ici ce soir. Évidemment, nous le disons, aucune femme n'a à s'inquiéter de quoi que ce soit venant du Rassemblement national et cette déclaration que je trouve... Vous vous désolidarisez de ces propos que je ne supporte pas et auquel je ne m'assimile pas, évidemment, ne témoigne pas de la ligne et de ce que fera Jordan Bardella et de ce que fera Marine Le Pen lorsque nous arrivons au pouvoir. Mais au niveau européen, les eurodéputés européens, dont Jordan Bardella, se sont abstenus. Ils ont même voté contre. Ils se sont abstenus pour beaucoup d'entre eux. En 2020. Oui, en 2020. Sur une résolution sur l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Ils ont voté Vous parlez à l'Union européenne? Oui, je parle au Parlement européen. Vos eurodéputés ont voté contre. En 2021, c'était le temps il y avait de la présentation et de réponses une résolution politiques. sur l'interruption volontaire de grossesse qui a été déposée au Parlement européen. Vous avez voté contre. Et sur la Convention d'Istanbul, en 2023, sur les violences faites aux femmes, vous avez voté contre. Alors, il y a les déclarations rassurantes pour le droit des femmes, et puis il y a la réalité des votes dans l'hémicycle du Parlement européen. Celui que vous désignez comme futur Premier ministre, il a voté contre tous ces textes pour les droits des femmes. C'est David Valence qui préfère perdre de son temps de parole plutôt que défendre ses propositions, attaquer ses adversaires. Non, mais qu'est-ce que vous répondez concernant sur l'Union européenne. C'est la réalité des votes. Monsieur Valence, laissez répondre Monsieur Dussaucet. Nous, sur la question de l'Union européenne, nous avons un principe. C'est que l'Union européenne et toute institution supranationale n'a pas imposé une grille de lecture quelle que soit et un choix de société aux États-nations qui sont souveraines. Et c'est au peuple de décider ce qu'il veut. Nous, en France, nous sommes un pays de lumière, nous sommes un pays d'humanisme et ce sont un pays sur lequel les femmes ont toute leur place. Et nous voulons d'ailleurs leur préserver cette place. C'est vrai dans l'accès au travail où nous voulons agir pour l'égalité salariale. C'est vrai dans l'accès à la santé où nous voulons reconnaître l'endométriose comme une maladie lourde. Mais c'est pourtant contraire à ce qui a été voté précédemment par vos collègues sur le plan aussi sur leur européen. sécurité, puisque voyez-vous, si vous voulez qu'on aille par exemple sur les votes de l'Union européenne, alors dans ce cas-là, où étaient les députés de Renaissance du parti que soutient M. David Valence lorsqu'il s'agissait de condamner de la manière la plus ferme les excisions qui sont faites contre les femmes en France? Oui, mais restons sur la place des femmes dans la société. Vous nous garantissez que vous n'êtes pas absolument pas sur la ligne de Jocelyn Designy. La réponse est non. Je vous garantis que toutes les Françaises, non seulement auront un meilleur accès au travail, parce que nous réindustrialiserons le pays, parce que nous recréerons de l'emploi dans le pays, mais qu'en plus de ça, elles gagneront mieux parce que nous agirons pour le pouvoir d'achat et pour les salaires. Et à côté de ça, permettez-moi aussi de vous le dire, on ne peut pas parler de la question de la place de la femme dans la société sans parler de leur sécurité. Combien de Françaises vous venez de le dire, il faudra qu'au Rassemblement national, quand même, vous mettiez tous d'accord sur le langage à tenir en la matière, parce que tout le monde ne tient pas effectivement ce type RN qui parle discours. de génocide de masse quand même. Il y a eu un propos de génocide de masse concernant les femmes. Madame Il y a eu un propos, moi je l'ai vu et je l'ai lu sur les réseaux sociaux d'une députée RN. Alors, parce que c'est bien d'avancer les choses comme ça, mais un peu des sources et des preuves quand même. On va continuer dans le débat parce qu'on a des questions aussi à vous poser, des questions politiques avant de parler de pouvoir d'achat et retraite. Quand on est attaché aux droits des femmes, on dit les femmes, pas la femme, en essentialisant.
Alors, David Valence, Emmanuel Macron sera peut-être le premier président qui va peut-être faire entrer l'extrême droite au gouvernement. Est-ce que vous lui restez fidèle ou est-ce que vous êtes comme certains sur le plan national, à l'image de Gabriel Attal, Édouard Philippe ou Bruno Le Maire, à commencer à le lâcher? C'est quoi votre position? D'abord, moi, j'ai commencé à faire de la politique avant qu'Emmanuel Macron soit président de la République. Et j'ai commencé longtemps avant, puisque je suis militant depuis 1997. Oui, mais vous lui restez fidèle ou pas dans des aujourd'hui? mouvements centristes. Non, mais je précise. J'ai même été élu avant qu'Emmanuel Macron soit président de la République et assez longtemps avant. Donc je le précise. Vous lui devez rien? Je ne dois rien au président de la République. J'ai d'ailleurs, je le pense, en 2022, été élu en grande partie sur un travail local que nous avons fait avec mes équipes. Donc si je comprends bien, vous désolidarisez un petit peu de ce qui se passe. Je dis juste une chose, le président de la République est le président de la République et il le restera jusqu'en 2027. Le sujet qui est posé à travers ces élections législatives, c'est quel gouvernement voulons-nous pour la France? Et moi, j'assume totalement de préférer voir à Matignon Gabriel Attal comme aujourd'hui, à voir arriver à Matignon l'arrivée de Marine Le Pen ou de son neveu par alliance Jordan Bardella, ou de voir arriver à Matignon Jean-Luc Mélenchon ou même François Ruffin. Je préfère, en effet, je pense que c'est meilleur pour la stabilité de la France, c'est meilleur pour les économies des Français, c'est meilleur pour les investissements dans notre pays que d'avoir un gouvernement qui est incarné dans une figure centrale et centriste. Julie Xicola, les actes antisémites en France ont augmenté de 300% en France depuis le début de l'année. 60% des actes anti-religieux sont commis contre des juifs. Et pourtant, Jean-Luc Mélenchon a déclaré il y a quelques semaines « L'antisémitisme est résiduel en France ». Alors, condamnez-vous ces propos? Alors, le propos résiduel, le mot résiduel veut dire qu'il persiste malgré des tentatives de l'éliminer. Donc, effectivement... Résiduel, ça veut aussi dire qu'il n'est pas massif. C'est une manière peut-être écoutez, de dire que ce n'est pas si important que ça. Vous savez, le deux poids, deux mesures, c'est la base même de l'antisémitisme. Je ne sais pas vraiment pourquoi on me demande ça à moi, parce que étant donné que moi, je ne suis pas à la direction de la France Insoumise, du tout. Moi, je suis militante, donc je pense qu'il aurait pu employer un autre vocabulaire. Mais est-ce que vous pensez, Madame Xicola, que Jean-Luc Mélenchon est un obstacle ou un atout dans cette élection? Je pense que Jean-Luc Mélenchon est un atout intellectuel et c'est un atout qui a apporté énormément à la pensée de gauche, à la reconstruction de la gauche, a donné des nouveaux militants, des nouveaux politiciens. Il a apporté beaucoup. Maintenant, dans une logique de coalition, moi je suis pour ne froisser personne et essayer de travailler de manière démocratique. Donc, vous lui demandez de se taire, c'est possible? Non, je pense pas, parce que je pense qu'il y en a d'autres à gauche qui feraient mieux de se taire aussi, notamment François Hollande, par exemple. Je pense que quand on a détruit son camp politique, on a juste le droit de se taire, effectivement. Je vais essayer d'être poli. François Hollande qui se présente de nouveau comme député en Corrèze. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc on a fait l'effort. On a fait l'effort. Alors, on va passer maintenant à votre circonscription. Si vous êtes élu l'une ou l'autre, quelle serait la première mesure que vous aimeriez prendre, Gaëtan Dussaucet? Bien, je pense qu'il y a d'abord un temps d'urgence lorsque nous arrivons au pouvoir. Et la première des urgences, c'est évidemment d'agir pour le pouvoir d'achat des Français. Vous savez, les factures d'électricité ont explosé de 40% en 2 ans. Les dépenses contraintes, notamment sur l'essence, sur le gaz, ont littéralement explosé et tiennent à la gorge beaucoup de personnes lorsqu'ils veulent se déplacer pour aller travailler, emmener leurs enfants à l'école, accéder aux soins ou même tout simplement aux loisirs. Et pour ce faire, nous avons une mesure immédiate que nous ferons dès juillet si le président de la République accepte de mettre en place une assemblée et une séance extraordinaire. C'est la baisse de la TVA de 20 à 5,5% sur l'intégralité des énergies, électricité, gaz, fuel. Aujourd'hui, à peu près sur une dépense de 13 milliards avec les retours de TVA. D'après mes calculs, sur une règle de 3, ça fait 17 milliards. Comment financeriez-vous? Vous ne comptez pas les retours de TVA justement supplémentaires par la hausse de consommation, d'où les 13 milliards. Comment financer cela? Mais nous pouvons tout simplement le financer. Vous voyez, il y a plusieurs choses. Par exemple, vous pouvez aller sur l'aide médicale d'État. C'est soins gratuits à peine un milliard. À peu près 1 milliard d'euros. La gestion des mineurs isolés, 2 milliards d'euros. Vous avez des niches fiscales, notamment sur les armateurs, 2 milliards d'euros. Vous avez une contribution nette à l'Union européenne, c'est-à-dire que la France donne beaucoup plus d'argent à l'Union européenne qu'elle n'en reçoit en retour, PAC comprise. On perd 10 milliards à peu près à la clé. David Valence, les sources d'économie, nous en avons énormément David à faire. Valence, vous intervenir. Allez-y. Pensez qu'on peut retirer une partie de la participation de la France à l'Union européenne sans que ça ait des conséquences dans les autres pays européens, c'est une naïveté incroyable. Je vais vous dire, c'est très simple.
Si demain la France contribue Que vous moins, soyez pas d'accord avec si ça, demain on la le sait, France monsieur contribue Valence. moins au budget de l'Union européenne de 2 milliards, que va-t-il se passer? Les autres pays vont dire, nous, on va baisser aussi notre contribution. Et à la fin, les politiques européennes qui sont menées avec le budget de l'Union européenne, elles vont baisser aussi. Est-ce que vous savez quel est le montant moyen des aides de la PAC dans une exploitation agricole en France? 20 000 euros. 20 000 euros. Et la première politique européenne, c'est la politique agricole commune. Oui, mais cet argent, ce n'est pas celui de l'Union européenne. Si demain le budget de l'Union européenne, si demain le budget de l'Union européenne, si demain le budget de l'Union européenne baisse, c'est la PAC qui va être attaquée très Ce que vous nous dites, c'est que les agriculteurs lorrains pourraient être sanctionnés si le Rassemblement national arrive au pouvoir. Les agriculteurs vosgiens, moi je dis vosgiens, vous avez posé une question sur notre circonscription. La réponse qui a été faite par M. Dussossé, elle aurait pu être faite en Mayenne, en Gironde ou dans les Pyrénées-Orientales. Si vous considérez que baisser les factures d'énergie, ce n'est pas une priorité pour les Vosges, monsieur, alors croyez-moi, vous connaissez mal votre territoire. La particularité de notre territoire, c'est que c'est le territoire dans lequel le taux de chômage reste le plus élevé du département des Vosges, et c'est le 3e bassin de ville, bassin d'emploi de Saint-Dié, où le taux de chômage est le plus élevé. Donc c'est vrai, le sujet du pouvoir d'achat est un sujet pour tous les Français, et on doit pouvoir agir, notamment sur l'indexation des retraites, sur l'inflation. On doit pouvoir agir sur la prime d'activité qui peut être versée à des salariés qui est touchée par 6 millions de Français aujourd'hui pour la déplafonner. On doit pouvoir agir sur les prix de l'électricité. Mais vous, cette baisse de la TVA, ça n'a pas de sens. Vous êtes dans les Vosges contre? Mais ça dépense de l'argent pour rien. On sait très bien que c'est les énergéticiens qui vont D'ailleurs, l'encaisser. vous avez voté contre cette baisse de la TVA en 2022, alors que les Républicains avaient voté économique du Rassemblement national qui est chiffré aujourd'hui. Ils ont présenté un programme économique qui n'est pas chiffré. Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. C'est un programme qui va être délétère pour notre économie. Et j'y insiste, quand on parle des Vosges, parce qu'on vise aujourd'hui tous les trois à être députés des Vosges, et pas député de la Mayenne ou des Pyrénées-Orientales. Quand on parle des Vosges, on doit aussi s'adresser aux Vosgiennes et aux Vosgiens. Et la particularité de notre circonscription, c'est le taux de chômage. Donc on doit avoir un député qui va dans les usines, qui va dans les entreprises, qui travaille pour améliorer l'offre de formation, parce qu'on a trop peu de personnes qui ont des formations qualifiantes sur notre territoire, même s'il y a un CFA qui vient d'ouvrir récemment à Saint-Dié-des-Vosges. Donc vous, les mesures du pouvoir d'achat, c'est retrouver de l'emploi pour ensuite consommer. En gros, parce qu'il faut passer à Mme Julie, Zimmer. Vous avez posé la question sur la circonscription. Oui. Et donc, moi, je réponds sur la circonscription en Julie disant Psicola, il faut continuer à se battre pour l'emploi chez nous. Quelle est votre première mesure concernant cette circonscription? Alors déjà, je voudrais réagir par rapport à la baisse Allez-y. de TVA que le RN envisage de prendre. Effectivement, il ne le finance pas, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun financement en retour. En général, quand on met en place une mesure qui coûte de l'argent, non mais moi je l'ai lu, je l'ai écouté, il n'a jamais Allez été sur capable de répondre. rassemblementnational.fr, c'est très Enfin très bref, facile à en accéder. tous les cas, il faut une recette en face. Alors nous, on nous reproche de dépenser, mais on recherche l'argent derrière. Donc nous, notre logique, elle est différente. C'est-à-dire qu'on ne va pas d'abord bâtir l'emploi. Quelle serait-elle pour la circonscription? Alors, moi, je suis d'accord avec le fait qu'il faut parler des Vosges, mais il y a des choses qui sont nationales quand même. Donc d'abord, augmenter le SMIC. 1 600 euros. 1 600 euros C'est net. l'objectif du Front populaire. C'est tout à fait l'objectif du Front populaire. On indexera aussi les salaires sur l'inflation et évidemment abolir la réforme des retraites. Mais vous parlez du salaire, le SMIC, 1 600 euros. Oui. 17 ou 18% des salariés en France touchent le SMIC. Oui. Un coiffeur, un artisan, s'il doit Oui, mais passer son justement, salarié de alors, 1400 à 1600, Oui, s'il n'a mais pas les sous, vous il va faire comment? vous n'allez pas traiter dans ce programme, vous ne traitez pas évidemment les petites et moyennes entreprises de la même manière que les grosses entreprises. Il est évident qu'il faut absolument rééquilibrer la fiscalité. Je veux dire, aujourd'hui, on a des énormes entreprises qui payent absolument rien ou presque rien, et les toutes petites ou les petites ou les moyennes entreprises qui ont une fiscalité qui est énorme. Mais ça ne résout pas le ça, problème il faut du le SMIC. retravailler. Et ça intéresse toutes Parce celles et tous qu'évidemment, ceux qui nous écoutent. il faut travailler au niveau de leurs charges et de ce qu'ils payent. Donc évidemment, nous, on part sur une logique différente. C'est-à-dire qu'on considère que nous, la politique de l'offre, manifestement, c'est-à-dire donner de l'argent aux entreprises, donner de l'argent aux entreprises tous les ans dans des milliards et des proportions énormes, ne donne pas particulièrement de résultats, puisque il y a toujours du chômage et qu'avec tout l'argent qu'on a donné, il devrait plus y avoir un seul chômeur nulle part en France. Donc vous, c'est la politique de la demande. Donc nous, aussi. c'est une politique de relance keynésienne, absolument raisonnable. Keynes, c'était quelqu'un de raisonnable, donc la politique de la relance, avec une politique, de cercle vertueux, où il s'agit effectivement de donner du pouvoir d'achat aux Français. Pourquoi? Parce que les Français vont réinvestir leur argent dans l'économie française et dans l'économie locale, et pas dans les îles Caïmans. Gaëtan de Sausset, vous n'avez pas spécialement été pour, c'est Non, un pas du euphémisme tout, de le dire, sur l'augmentation du SMIC, cette politique dont vient parler de la demande, c'est-à-dire on augmente les salaires pour qu'ensuite il y ait une consommation et que ça rentre dans le circuit de l'économie, ça vous n'y êtes pas spécialement favorable? Nous sommes pour l'augmentation
l'augmentation des salaires, mais il faut le faire intelligemment et de concert avec les entreprises. Vous aviez Voyez-vous, voté on d'ailleurs parlait de contre la création l'augmentation. d'emplois, si vous me permettez de répondre à la question qui vient de m'être posée. Cotisation. On vide les caisses, après on dit il n'y a plus d'argent. Vous me permettez de répondre? Mais c'est une réalité. Créer de l'emploi, c'est bien, mais encore faut-il que le travail paye. Et on sait qu'aujourd'hui, avec toutes les dépenses contraintes, notamment pour le déplacement jusqu'aux bassins d'emploi qui sont concentrés dans les hyper-agglomérations et dans les grands centres-villes, notamment pour accéder à un certain nombre de prestations du service public et qui sont nécessaires et qui sont des droits, eh bien tout ça fait que le travail derrière, eh bien finalement, rapporte moins. Donc il faut augmenter les salaires. Nous, ce que nous proposons, c'est un pacte gagnant, réfléchi, avec les entreprises, les TPE, PME en priorité. Mais tous les salaires ? Pour toute augmentation de 10% de tous les salaires jusqu'à 3 SMIC, eh bien, nous exonérons de cotisations patronales l'augmentation qui est faite pour soutenir le pouvoir Ça d'achat. aussi, c'est un coût, vous l'avez chiffré? Bien sûr, oui, c'est une mesure à 1 milliard d'euros dans mes souvenirs. Donc vous pouvez aller d'ailleurs par rapport aux accusations, tout est retrouvable sur le site Rassemblement National. Alors, David Valence veut répondre. J'aimerais David Valence juste quand veut même répondre. apporter un Allez-y. petit quelque chose quand même, parce que moi j'entends bien que M. Valence ne veuille pas faire de la question du pouvoir d'achat sa priorité, y compris pour notre département des Vosges. Et cela ne m'étonne pas, pour une simple et bonne raison, c'est que lorsque vous étiez député, vous avez voté la hausse des taxes sur les factures d'électricité au 1er février dernier. Vous avez voté la hausse des taxes sur le gaz qui va arriver le 1er juillet. Vous étiez en train de préparer une troisième réforme de saccage de l'assurance chômage. Pourquoi raconte-t-il n'importe quoi, Gaëtan de Dessaussay? Parce que moi, pendant que M. Dussausset siégeait au Conseil régional d'Île-de-France et ne mettait pas un pied ou même un orteil dans les Vosges. Moi, je me battais pour qu'on implante une usine de joaillerie à Saint-Dié-des-Vosges qui a déjà créé 250 emplois au reste et qui en créera 300 à la fin de l'année. Pourquoi vous dites que Gaëtan Dessaussay dit n'importe quoi? Moi, je me battais parce que il sait très bien que sur l'électricité, sur le gaz, la fluctuation des prix n'est pas due principalement aux taxes, elle est due au marché européen. Et par ailleurs, Monsieur Dussausset, oui, j'ai voté les 10 milliards d'euros de soutien sur le carburant pour que les Français payent moins cher à la pompe. L'année dernière, 10 milliards d'euros ont été dépensés pour que les Français payent moins cher à la pompe. Et ça, je l'ai voté, et vous ne l'avez pas voté. En revanche, en effet, au Parlement européen, vos eurodéputés ont voté tout le temps contre les droits des femmes, et ça, ce sont des faits. Alors, vraisemblablement, vous n'êtes pas d'accord. On va passer à présent à une autre thématique qui est cruciale dans cette circonscription, à savoir la problématique des transports. Donc, il y a une ligne qui a été réouverte depuis 2021. C'est la ligne Épinal-Saint-Dié, 5 allers-retours, 2 arrêts Bruyères-Arches. Est-ce suffisant? 10 allers-retours par jour. 10 allers-retours par jour, pardon. Est-ce suffisant? Non, est suffisant? Non, c'est pas suffisant. Qu'est-ce que vous feriez? Nous, on aimerait vraiment pouvoir remailler le territoire, à savoir avoir beaucoup plus de rouverture de petites gares, parce qu'effectivement, la circonscription, ça n'en a pas l'air comme ça, mais elle est grande, elle est vaste. Je veux dire, on peut. Moi, je suis CPE dans un lycée professionnel, et effectivement, on a souvent tendance à avoir des élèves, on les draine de loin. Donc, on a même des élèves qui viennent de Gérardmer. Donc, pour nous, c'est vrai que parfois, c'est complexe, parce qu'il y a des élèves qui n'arrivent pas. Est-ce que vous seriez, par exemple, favorable à l'ouverture à la concurrence? Non, c'est le cas de Transdev, par exemple, sur une autre ligne qui ne concerne pas votre circonscription Nancy-Contresse. Pourquoi vous êtes contre? Je suis contre. Si ça permet d'émailler davantage sur Non, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, alors j'ai pendant cette campagne beaucoup de contacts avec des employés du rail, du coup, qui sont venus me parler parce qu'ils avaient beaucoup de choses à me dire, notamment par rapport au fait que ça avait été privatisé, parce qu'en effet, on avait accusé les cheminots de ne pas faire la maintenance, etc. Et donc, moi, ils m'ont dit, mais on était 4, on devrait être 20. Donc, forcément, la maintenance n'est pas faite. Donc, ça permet toujours aux libéraux de privatiser parce qu'on va expliquer que le public ne fait pas le boulot. Globalement, c'est ça l'idée. Donc pour vous, le monopole de la SNCF aurait dû être maintenu? Mais bien sûr, et puis il y a eu la régionalisation, il y a un tas de choses. Mais je veux dire, je pense qu'il y a des pôles publics, il y a des choses publiques, comme la santé, comme l'éducation, auxquelles il ne faut pas toucher. C'est nécessaire parce qu'on voit que sinon ça ne fonctionne pas. Ou alors il y a un coût pour les usagers. En effet, on voit sur l'énergie aujourd'hui, sur les factures, quand on veut changer de prestataire. David Valence, les transports, c'est une question que vous connaissez bien. L'ouverture à la concurrence avec Transdev, c'est une première dans la région qui va donc supplanter la SNCF pour s'occuper de cette ligne dans les Vosges. Vous souhaitez, vous, en tant que député, favoriser à l'Assemblée nationale ce développement de la concurrence, contrairement à Mme Sicola? Je souhaite surtout qu'on consacre plus d'argent à la rénovation de nos lignes ferroviaires. Et je l'ai montré. L'année dernière, vous vous souvenez, un plan a été annoncé de 100 milliards d'euros pour le ferroviaire.
La Première ministre, Elisabeth Borne, l'a annoncé et ça a commencé à se traduire dans les contrats de plan État-région. Face à qui l'a-t-elle annoncé? J'étais là. C'est à la suite du rapport sur l'investissement dans les transports du Conseil d'orientation des infrastructures que je préside que la Première ministre a fait cette annonce. Donc, ça n'est pas uniquement sur les petites lignes. Je vais vous donner des exemples. Il y a des lignes aujourd'hui à 6 000, 7 000 usagers par jour, comme Épinal-Nancy, qui pourtant a été électrifiée, dans lesquelles on n'a pas refait, et ce n'est pas la faute des cheminots. C'est une faute des choix publics d'investissement dans les 20, 30, 40 dernières années. Et moi, je ne passe pas mon temps à faire des procès à ceux qui ont précédé, comme le fait le Rassemblement national. Moi, j'essaye de trouver des solutions. Et donc, je me suis battu, en effet, pour qu'on rouvre la ligne Épinal-Saint-Dié-des-Vosges. Il y a 80% d'usagers en plus par rapport au moment où elle avait fermé. Et effectivement, un temps de parcours de 53 minutes entre Épinal et Saint-Dié, parce que c'est ça l'attractivité, la rapidité. Et puis, je me bats pour que cet été, on fasse des travaux entre Saint-Dié-des-Vosges et Strasbourg pour que la ligne fonctionne à nouveau normalement, parce que là aussi, à force d'avoir sous-investi, même s'il y a eu déjà 20 millions d'euros en 2018, eh bien la ligne dysfonctionne. Hors circonscription, il faudra penser à Gérard May quand même. Gaëtan Dussaucé, votre politique en termes de transport sur cette circonscription? Nous avons une vision pour le coup du service public, ça vaut aussi bien pour les transports que sur d'autres soins. C'est que nous ne considérons pas le service public comme une variable d'ajustement budgétaire et comme quelque chose qui, au niveau du budget de l'État, doit être rentable. La rentabilité n'est pas un principe dans notre vision du service public. Et il est vrai, qu'est-ce que vous faites concrètement pour cette désenclaver ce territoire? philosophie de rentabilité et cette logique de rentabilité a amené, David Valence a eu raison de le préciser, beaucoup de gouvernements qui ont précédé celui-ci, même s'il a été un peu quelquefois timide sur quelques investissements, surtout concernant le fret et le rail. Fortement augmenté. Il se trouve, David Valence, laissez terminer Gaëtan. Vous êtes en avance sur votre temps de parole. Mais ce principe de rentabilité a de fait sacrifié énormément de dessertes ferroviaires dans les petites communes et dans la ruralité. Mais vous êtes favorable à l'ouverture à la concurrence? Nous voulons investir davantage parce que en fait, la mobilité est un droit que nous devons à l'intégralité des Français et particulièrement aux Vosgiens. Et voyez-vous, il y a 2 ans, quand j'étais venu, investir dans l'entretien, dans la rénovation et dans la possibilité aussi de multiplier les gares et les arrêts. Voyez-vous, il y a 2 ans, quand j'étais arrivé dans cette circonscription pour mener ma première bataille électorale, il se trouve qu'on nous avait dit, vous inquiétez pas, d'ici 1 an ou 2, on va rouvrir les arrêts qui ne sont pas encore ouverts de Saint-Léonard à Cheniménil. Aujourd'hui, ça n'a pas avancé. Docelles-Cheniménil, tout à fait. Aujourd'hui, ça n'a pas avancé sur ce dossier. Donc voyez-vous, il faut qu'on accélère, il faut que l'État soit en soutien. Qu'est-ce que vous répondez à ça, David Valence? C'est pas vrai. C'est probablement un des dossiers que je connais le mieux. Il a toujours été dit que ces arrêts pourraient être rétablis à partir de 2026. Donc, si entre 2022 et 2026, il y a 2 ans, dans 2 ans, il y a sûrement quelque chose. Oui, mais à Saint-Léonard, c'est bien lancé. Si vous étiez dans la circonscription, vous le sauriez. Et surtout, quand il y a des arrêts. C'est une femme à Saint-Léonard, la maire. C'est pas le maire, c'est la maire. C'est un titre. Désolé. Vous ne la connaissez pas. Et donc, je crois que vous ne l'avez jamais rencontrée. On ne va pas passer la nuit sur la maire de Saint-Léonard. Il faut absolument que vous avanciez. Je pense que la maire de Saint-Léonard, Catherine Mathieu, sera sûrement très surprise. Sans doute. Vous aurez l'occasion d'échanger avec elle. Terminez votre propos. Je dis simplement que quand on a un temps de parcours qui est trop long et un arrêt, c'est 3 minutes, quand on fait trop d'arrêts pour faire plaisir systématiquement, on a des temps d'arrêt et plus personne dans le train. Donc, il faut trouver des autres solutions. Et il y a des cars qui circulent. Mais l'essentiel, c'est de préserver ces lignes. Ils font un tiers de leur trajet en voiture et le reste en train. Et moi, c'est le combat de ma vie. C'est le combat de ma vie. Et ça n'est pas juste des mots, je l'ai montré. Gaëtan Dussaucé, qu'est-ce que vous répondez à David Valence qui, en clair et en décodé, vous reproche de rien connaître du territoire vu que vous n'êtes pas du secteur? Non, mais vous savez... Cet argument, je l'ai entendu aller peut-être 15 ou 30 fois il y a 2 ans. Et j'ai déjà eu l'occasion de demander à M. Valence, même s'il n'a pas voulu me répondre, parce que je comprends que nous n'avons pas les mêmes intérêts, la même objectivité sur mon cas personnel, et ça je le conçois. Mais il se trouve que je lui ai demandé, il va falloir combien d'élections avant que vous acceptiez que oui, je peux défendre ce territoire, que je peux le connaître et que d'ailleurs on m'y accueille très bien, mieux que vous ne le faites avec moi. Surtout, moi j'aimerais poser une question. Peut-être que je ne suis pas du coin, et je l'ai toujours dit en toute transparence d'ailleurs. Je ne viens pas de ce territoire, c'est vrai. Par contre, ce dont je suis certain... Dans combien de départements vous êtes-vous présenté avant celui-là? Par contre, je suis persuadé d'une chose, c'est qu'aux élections européennes du 9 juin, il y a eu 46% des habitants de notre circonscription qui ont voté pour la liste de Jordan Bardella. Pourquoi vous quittez le Parlement européen? Ils ont voté pour vous, les citoyens. Acceptez de partager le temps de parole.
Ils ont voté Ils ont voté pour quoi? Ils ont voté pour qu'on agisse pour le pouvoir d'achat. Ils ont voté pour qu'on rétablisse l'ordre. Ils ont voté pour qu'on reprenne en main notre politique migratoire, pour qu'on développe les services publics, pour qu'on lutte contre les trafics de drogue et les déserts médicaux. Ce projet, c'est nous qui le portons. Et aujourd'hui, sur ce plateau, je suis le seul qui le mettra. C'est enregistré. Si vous perdez, dans C'est 2 ans, compris. vous serez candidat ailleurs en France et je prends Absolument le pari. pas. Eh ben, on fait Et je le prends pari, le pari. on Non, mais retrouve c'est en la roue du 2027, hamster. Si vous monsieur reparlez Valls, derrière ce M. sera avec grand Dussassin, on plaisir. ne va pas s'en sortir sur le. Vous savez qu'on est obligé C'est de un respecter candidat l'équité, déconnecté du terrain. du temps de que parole. Nous avons en face de nous. On a Juste bien une petite commencé à y aller question, un peu parce jusqu'à que sortir. c'est super important. On y est Si le tout le nouveau temps. Front populaire arrive au Et les- pouvoir, les si vous Vosgiennes pouviez, le savent. si ça vous dérangeait pas de nous ça écouter serait 2 éventuellement. secondes, après vous pourrez Si vous dites, hein, discuter sinon. tous les jours. Mais si vous étiez, vous, majoritaire au nouveau Front populaire, il y a quelque chose qui touche beaucoup les Lorrains qui nous écoutent ce matin, ce sont les guichets de gare à la SNCF. Il y en a de moins en moins. On parle beaucoup des arrêts, mais on ne parle pas des employés, on ne parle pas Alors, du facteur physique. oui. Comment feriez-vous pour rouvrir des guichets de gare à la SNCF? Ce serait comme tous les autres services publics. Hein. Il faut des accueils publics, il faut des accueils Oui, physiques. mais comment des- fait-on? Donc on embauche encore à la SNCF Évidemment. pour rouvrir? Ce serait une Évidemment, priorité mais pour vous? il faut bien se rendre compte. Nous, je vous dis, je vous l'explique depuis tout à l'heure, c'est que nous, notre logique, c'est pas une logique d'austérité, c'est pas une logique d'offre, c'est une autre logique. Hein. Donc, nous, on a cette posture, on est les seuls à l'avoir, où on se dit, on crée, on aide, on soutient l'emploi. On aide les gens et ils vont avoir de quoi vivre et ils vont consommer et ils vont investir, ils vont acheter et etc. Les carnets de commandes des petites entreprises, des moyennes entreprises vont se remplir et eux vont pouvoir investir, etc. C'est Keynes, c'est pas moi qui le dis. Alors, Voilà. on arrive déjà au terme de ce débat. Avant de conclure, je vous rappelle qu'il y a d'autres candidats qui se présentent sur cette circonscription. Emma Gâteau, d'hiver droite, Emmanuel Thiébaut pour le Parti lorrain. Je vous propose de les écouter. L'économie, et parce que c'est la clé de voûte du système et ça permettra de rééquilibrer une justice sociale. On a la chance d'avoir des investisseurs privés qui sont prêts. On a des nouvelles formes qui peuvent se créer, notamment des SCIC, auxquelles je crois, des sociétés coopératives qui appartiendront aussi bien aux habitants qu'à la commune, mais aussi à des investisseurs privés. Là où l'État a failli, là où les subventions n'arrivent pas, nous on réussira à le faire. On l'a déjà mis en place, ça continuera. On privilégiera les circuits courts, les entreprises locales et aussi le fait de dynamiser un maximum en fidélisant les jeunes et aussi en apportant de nouveaux jeunes et en valorisant aussi les associations pour les plus aînés. L'obsolescence programmée, aujourd'hui, il y a quelques lois, mais qui sont largement insuffisantes. Je serais d'avis de mettre une loi qui dise on oblige à avoir 10 ans de pouvoir réparer et trouver des pièces pour réparer les produits et développer ce qu'on appelle les repair cafés. Je serais plutôt d'avis de faire ça dans des maisons de services, des cueils de services publics ou dans les mairies ou dans des locaux qui permettraient d'avoir une couturière, qui permettrait d'avoir un électromécanicien, un mécanicien, un électronicien, un menuisier, d'autres personnes qui viendraient nous aider à continuer à faire vivre nos objets, nos vêtements et autres pour éviter le gâchis. On n'a qu'une seule planète, il faut la préserver. Et viennent s'ajouter ces deux autres candidats. Il s'agit de Jeanne-Françoise Langlade pour Lutte ouvrière et et Lionel Chambreau pour le candidat Décroissance. On termine par 30 secondes pour convaincre, donner à chaque candidat. Après tirage au sort, donc, c'est David Valence, je crois, David numéro Valence qui commence. C'est à vous. Bien, écoutez, le 30 juin et le 7 juillet prochain, les Vosgiennes et les Vosgiens auront le choix à faire de leur député. Un député qui, bien sûr, va incarner des valeurs, va incarner des convictions à l'Assemblée nationale. Et moi, je m'inscrirai dans le bloc central. Oui, je préfère Gabriel Attal comme Premier ministre à Marine Le Pen ou Jordan Bardella. Mais ils vont aussi avoir à choisir un député dans lequel ils pourront avoir confiance pour défendre leurs intérêts, pour défendre la maman qui a besoin d'une place pour son fils handicapé dans une structure ou l'artisan qui a besoin d'investir dans une machine. Et ce député-là, il doit bien connaître son territoire, il doit être ancré dans le terrain depuis 2 ans. Je suis un député de terrain et j'ai envie de continuer au service des Vosgiennes et des Vosgiens. Gaëtan Merci. Dussaucet, numéro 2. Eh bien, le 30 juin et dimanche 7 juillet, vous serez amené donc à aller aux urnes pour constituer une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale. Il y a 2 ans, j'étais candidat pour m'opposer à la politique nocive d'Emmanuel Macron, qui a tant fait souffrir la France et aussi votre quotidien. Cette fois, je suis candidat pour appliquer notre projet. On a une occasion qui est inédite. Avec moi, il n'y a pas de surprise. On sait dans quelle assemblée et avec quelle majorité absolue j'irai siéger à l'Assemblée nationale, celle du Rassemblement national et de ses alliés. Et pour quel gouvernement? Celui de Jordan Bardella, avec quel projet? Alors je vous invite à vous rendre aux urnes massivement pour faire élire des députés patriotes. Madame Xicola.
Donc moi, je suis juste une citoyenne de gauche engagée. Je suis conseillère principale d'éducation. Je suis engagée aussi auprès de mes enfants et auprès de mon enfant handicapé, donc pour lesquels je suis aussi très soucieuse de son avenir. Moi, je porte un projet différent avec mes camarades de gauche. Il s'agit vraiment de relancer l'économie d'une autre manière que dans le libéralisme forcené qu'on connaît depuis 40 ans, c'est-à-dire depuis que je suis née, et qui ne fonctionne pas. Je voudrais aussi, on voudrait aussi s'opposer très fermement au projet de l'extrême droite qui va devenir, qui sera autoritaire et qui sera liberticide, qui sera dangereux. Donc je vous remercie à tous d'aller voter le 30 juin et le 7 juillet. Merci à vous, madame, messieurs, d'avoir participé à ce débat. Merci, Mathieu. Prochain rendez-vous ce dimanche 30 juin dès 19h50 sur France 3 Lorraine pour décrypter le premier tour des élections législatives. Belle soirée à vous.